Oui, rebonjour à tout le monde. Donc, effectivement, j'interviens spécifiquement dans cette polycompétence qui a été construite collectivement au sein de Polytech Clermont-Ferrand et dans laquelle, en fait, il y a, je dirais, différents départements qui sont impliqués dans cette démarche. La partie sur laquelle je vais essayer un petit peu de vous parler pendant quelques 20 minutes. C'est sur la notion d'électromobilité et en particulier le volet évolution des batteries, mais surtout l'aspect transfert d'énergie par le sol qu'on baptise communément en fait la route électrique ou parfois aussi la thématique de l'induction pour transmettre ou pour recharger le véhicule en mode dynamique. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur donc à Polytech Clermont-Ferrand, mais également chercheur donc à l'Institut Pascal, et je participe autour de ces thématiques-là depuis maintenant presque une trentaine d'années, donc ça fait un peu de temps euh, que je travaille sur ces sujets, entre autres. Euh, alors, je voulais quand même faire quelques petits rappels historiques hein, pour qu'on comprenne que les idées ne datent pas d'aujourd'hui, hein, que les idées existent depuis maintenant presque 200 ans. Ça a démarré en fait avec Marie-André Ampère, qui était le premier en fait à formaliser la théorie de la thermodynamique. Et en fait, c'est suite à des expérimentations qui ont été faites à l'époque, notamment par Ørsted, qui a observé qu'un fil électrique, enfin plutôt qu'un fil relié à une pile, notamment à l'époque on connaissait la pile de Volta, l'italien Volta, donc un flux, et j'ai mis en rouge sans contact pour comprendre que déjà à l'époque, il y avait la possibilité justement je dirais, de transférer de l'information ou de l'énergie sans contact d'un conducteur à l'autre. Et donc, ça a permis en fait de générer le mouvement d'une boussole ou de infléchir le mouvement de la boussole. Et ce phénomène-là a été constaté expérimentalement. Et le premier qui l'a formalisé, c'est Marie-André Ampère, hein, d'ailleurs, dont on fête les 200 ans cette année, qui a formalisé tout ça avec une théorie mathématique qui a évoqué cette notion de phénomène électrodynamique, et c'était une discipline nouvelle qui a démarré à cette époque. Donc c'est lui qui a baptisé le courant le courant électrique avec l'appellation courant, et le nom ampère a été dédié justement à cette entité physique. Le deuxième aspect, et ça rejoint un petit peu la notion d'électromobilité, c'était même les prémices de l'électromobilité, c'était que deux conducteurs exercent des forces l'un sur l'autre. Donc on peut imaginer la rotation d'un moteur, l'attraction d'un véhicule, qu'il soit électrique ou pas, dans ce cadre-là. Donc ça, c'est important de se rendre compte que déjà à l'époque, il y avait des réflexions assez fondamentales pour essayer de faire émerger les thématiques de l'électromobilité. Et très vite, vous allez voir, hein, très vite, on a commencé à penser à des solutions technologiques viables et qui ont été mises en œuvre déjà en 1882 jusqu'à 1900, où on a d'abord créé les premiers trolleybus hein, que vous pouvez voir dans la première image à gauche. Et ensuite, le tramway a vu le jour, hein, donc a été, je dirais, un peu plus rendu robuste dès les années 1900, pour enfin parler du véhicule, on va dire, à l'échelle urbaine ou à l'échelle personnalisée, qui a été initiée en 1899. Donc vous voyez déjà à l'époque, les choses étaient déjà relativement prolifiques en termes d'innovation et de réalisation. Donc toutes ces choses-là ont été mises, on va dire entre guillemets, en repos, à cause ou grâce, enfin en tout cas le pétrole est passé par là et a tout simplement tout fait basculer de manière fortement avancée autour du véhicule ou de la notion de moteur thermique. Et on voit que les choses sont en train de reprendre et d'une manière assez dense dans différents secteurs, hein, que ce soit l'aspect trolley, l'aspect tramway ou l'aspect véhicule électrique, qui s'est de plus en plus démocratisé. Et d'ailleurs, tous les constructeurs mettent la main à la pâte et apportent leur pierre à l'édifice en termes d'électromobilité. Ce
qu'il faut quand même avoir présent à l'esprit, c'est que les véhicules électriques ont besoin d'énergie, alors certes d'énergie primaire, mais également, je dirais, d'environnement de stockage pour pouvoir embarquer cette énergie-là. Et donc, qu'on constate, c'est que dans l'évolution de ces usages de ces véhicules électriques, c'est ce que j'ai essayé d'indiquer ici, donc à la fois à l'échelle mondiale, européenne, au niveau des États-Unis, la Chine, mais également la France. Donc j'ai indiqué un peu la part et les projections qu'on peut imaginer en termes d'usage de véhicules, on va dire, aller avec une prédominance électrique, c'est la partie électrique à batterie ou hybride rechargeable, et j'ai laissé en fait les autres parties un peu plus bleues ou voire un petit peu grisonnant sur sur les autres aspects. Et donc là, vous voyez que la part a tendance à progresser dans le monde, mais également dans des pays comme la France ou la Chine, où on voit que la part, les projections à l'échelle de 2030 pourraient atteindre les 40%, ce qui est quand même quelque chose de relativement considérable et qui, bien entendu, va s'affronter en fait à quelques difficultés, notamment en termes de matières premières. J'y reviendrai très vite après. Donc, le premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est ce qu'on appelle la densité d'énergie qu'on peut embarquer. À l'heure d'aujourd'hui, le diesel, enfin on va dire la partie thermique avec l'essence ou le diesel, en fait, elle permet d'embarquer dans un volume ou avec un poids donné, une énergie relativement conséquente. Et donc, vous voyez les quantités qu'on peut imaginer. Donc, pour une densité d'énergie pour 500 km, donc vous voyez qu'on est quand même à peine à aller, on va dire, à la louche, à 50 litres en termes de système qui environne justement cette dimension énergétique. Si on fait le parallèle par rapport à des batteries, là, on est quand même dans je dirais, des dimensions beaucoup plus denses. On est pratiquement à 500 litres, hein, voire plus. Et en termes de poids, on se retrouve quand même avec des poids, avec tout le système environnant, pratiquement à 800 kg. Donc, ce qui fait que là, tout de suite, effectivement, le pétrole sur ces aspects-là est beaucoup plus compétitif en termes d'énergie, de capacité d'énergie embarquée et bien entendu d'autonomie derrière, qui fait un peu le talon d'Achille de l'ensemble des véhicules électriques aujourd'hui. Alors l'hydrogène a une part intéressante qu'il peut jouer parce qu'en termes de volume, effectivement, l'énergie embarquée peut se retrouver confinée en fait dans un volume relativement réduit, dans un poids relativement réduit, mais par contre en termes de volume, ça peut prendre des dimensions 5 fois plus grandes que celles du pétrole. Alors, donc aujourd'hui, au niveau des connaissances actuelles, le pétrole reste encore très, très compétitif par rapport aux solutions alternatives qu'on peut imaginer pour embarquer de l'énergie électrique d'un point A à un point B. Si on essaie de se projeter sur des applications, on va dire concrètes, hein, que ce soit un véhicule standard développé par Renault depuis maintenant une quinzaine d'années, donc on voit que pour 150 km, il y a un besoin pour l'autonomie de cette distance-là, il faudrait quand même une puissance de 22 kW. Si on veut augmenter l'autonomie, il faut passer à 40 kW, ce qui se traduit après par un nombre de cellules, voire de modules ou des packs batteries qui deviennent très conséquents en termes d'implantation dans le véhicule, qui à la fois pèsent dans le coût du véhicule en lui-même, mais également dans je dirais, l'embarcation de ce poids supplémentaire qui, comparativement au pétrole, est beaucoup plus pénalisant. Si on regarde du côté de la Tesla, hein, qui est aujourd'hui le must dans cette dynamique-là, pour une autonomie de 500 km, on est plutôt sur 80 kW quasiment, à un nombre de cellules relativement conséquent. La majorité des constructeurs mettent la batterie au niveau du châssis et donc qui permet un petit peu, je dirais, on va dire, d'asseoir une stabilité plus avantageuse pour les véhicules électriques. L'élément quand même qu'il faut quand même avoir présent à l'esprit, c'est la disponibilité de la matière première. Et donc déjà, il y a énormément de réflexions qui sont faites autour de ça. Et donc là, ce que j'ai essayé un petit peu de vous montrer, c'est d'abord l'évolution de ces batteries-là qui n'ont cessé, je dirais, de progresser à la fois en termes de prix, mais également en termes de puissance massique. Et ça, c'est important d'avoir cette vision
c'est que le prix a été quasiment divisé par 7 depuis les années 2010. Hein. Donc, voilà, mais en même temps, ça s'est accompagné par une accélération de la montée en puissance massive, comme on peut le voir ici. Donc, les projections en 2030, on devrait pouvoir arriver à 500 Wh par kilogramme, ce qui commence à devenir assez intéressant. Alors, toujours pas au même niveau que le véhicule thermique, mais quand même quelque chose d'assez avantageux. L'élément qu'il faut avoir présent à l'esprit quand on regarde un petit peu ce genre d'évolution, c'est que l'approvisionnement en matériaux pose quand même quelques difficultés, notamment en termes stratégiques. Et c'est des réflexions qui sont menées, euh, certes à l'échelon des pays, mais également à l'échelon européen, notamment par la Commission européenne qui s'est emparée un petit peu de cette thématique-là au vu de la disponibilité des matières premières et où on peut trouver ce genre de matières premières. Donc, comme vous pouvez le voir, les éléments constituants tels le lithium, le cobalt ou le graphite, ben, ils sont présents dans un certain nombre de pays, et très peu en Europe. Hein, très peu en Europe. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de disponibilité de cette matière-là, ben, il faut s'adresser aux, aux constructeurs, notamment de batteries. Et aujourd'hui, le constructeur le plus, on va dire, qui s'impose le plus, c'est aujourd'hui, c'est la Chine qui arrive à réaliser des cellules et des modules avec des prix compétitifs et une disponibilité de matières premières en Chine qui est beaucoup plus avancée qu'ailleurs dans le monde. Donc, ceci étant, la Commission européenne s'est emparée en fait de cette thématique-là. Il y a un plan stratégique qui a été lancé depuis l'année dernière, hein, 2019, pour construire des chaînes de valeur innovantes, durables et compétitives, et notamment autour de la recherche de ce genre de matériaux et de se prémunir ou de préparer le terrain par rapport en fait à une entrée massive de ces des batteries et donc du besoin en termes de matières premières. Alors, tout récemment, et je pense que ça, c'est une information qui peut chambouler un peu le panorama par rapport en fait à l'usage de la batterie, c'est qu'il y a une équipe américaine, pratiquement par erreur, comme ça a été le cas déjà à l'époque avec Ørsted et Ampère, par erreur, a réussi dans un laboratoire à réaliser des batteries qui sont, on va dire, recyclables, enfin, pas recyclables à l'infini, mais en fait qui peuvent être régénérées à l'infini. Elles peuvent faire 200 000 cycles, ce qui devient quelque chose euh, d'assez impressionnant quand on sait que la durée des batteries dont on dispose, hein, que ce soit pour les véhicules, mais également pour les téléphones portables ou pour les ordinateurs, c'est des durées de vie qui sont relativement limitées. Là, apparemment, et en tout cas, il y a deux grands constructeurs, General Electric notamment, se sont emparés de ces brevets pour essayer de déployer ce genre de technologie à une échelle beaucoup plus grande. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que le lithium ne serait plus de la partie dans, dans ces nouvelles générations de batteries. Donc, ce qui voudrait dire que bon, la batterie, en fait, elle aurait une durée de vie entre guillemets infinie. Ça fait partie un petit peu des nouvelles je dirais, réalisations qui probablement vont changer un petit peu la donne en termes de structuration énergétique du domaine. Ceci étant, ça ouvre une perspective intéressante pour d'autres idées, notamment la recharge de ces batteries-là. Alors, pour une raison simple, c'est que si effectivement ces batteries, on trouve des solutions qui permettent d'augmenter d'une manière conséquente leur durabilité, il serait peut-être pas inintéressant de pouvoir réduire leur taille, mais pas obligé de se retrouver avec les tailles que j'ai indiquées tout à l'heure et les poids que j'ai indiqués tout à l'heure. On peut se retrouver avec on va dire, allez, 15% de ces dimensions-là, et du coup les recharger d'une manière régulière sans pour autant perdre la mémoire de la recharge qui sont intégrées dans ces cellules. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se retrouver intéressant dans la suite des événements que je vais essayer un petit peu de vous expliciter brièvement. Alors, quelques petits rappels. Hein. Le prix actuel des véhicules électriques reste encore trop élevé, l'autonomie trop faible, en tout cas avec les solutions actuelles. Alors, bien sûr, les solutions en laboratoire qui sont en cours de développement ne sont pas encore déployées,
Les infrastructures de recharge sont encore peu développées, le temps de recharge trop long, même s'il y a des améliorations dans ce sens, mais ça reste quand même moins compétitif comparativement à ce qu'on peut faire du côté du remplissage de son réservoir quand on va dans une station d'essence, augmenter les performances des composants et systèmes et enfin de réduire le coût de ces composants-là. Donc tout ça fait que il y a quand même un certain nombre de sujets importants autour de l'électromobilité qu'il faudrait améliorer d'une manière intéressante et qui pourrait ouvrir des secteurs importants en termes d'activité, d'emploi, mais aussi de solutions durables pour l'avenir. L'idée de transmettre de l'énergie et de rendre l'énergie électrique, c'est-à-dire euh, à la disposition, on va dire, du tout un chacun, c'est quelque chose qui a déjà prévalu à l'époque. Donc, il y a le Nikola Tesla à l'époque, qui était un scientifique yougoslave qui a travaillé aux États-Unis. Déjà dans les années 1900-1917, il a construit sa première tour pour transmettre de l'énergie électrique entre la tour qui est appelée ici la tour de Tesla. D'ailleurs, les véhicules Tesla ont emprunté son nom pour reconnaître ses compétences dans ce domaine. Et cette idée-là, malheureusement, n'a pas pu être déployée d'une manière collective, tout simplement parce que son idée à lui était, entre guillemets, davantage sociale. C'était en fait fournir l'énergie électrique d'une manière gratuite à énormément d'usagers, sans pour autant demander un retour financier derrière. Mais bon, cette idée a prévalu à l'époque, mais les principes scientifiques et techniques qu'il y a derrière restent toujours d'actualité et peuvent éventuellement être envisagés, être déployés dans d'autres applications. Donc, les idées très vite ont trouvé preneur. Hein, donc, récemment, la notion je dirais, d'apporter l'énergie électrique sans contact. Là, ici, c'est dans le cas des transports comme les tramways. Donc, c'est quelque chose qui a été évoqué et qui a été implanté et qui a été réalisé. Un système pre-move compatible avec toutes les conditions météorologiques. Hein, donc, en gros, par rapport à la caténaire, où il peut y avoir effectivement l'effet des conditions météo peut impacter justement la transmission ou la continuité de transmission d'énergie électrique. Là, on se retrouve dans une configuration où le sans contact peut s'avérer avantageux pour transmettre l'énergie, même de grande densité, à travers un champ magnétique entre un émetteur donc, au niveau de la chaussée et un récepteur qui est situé au sein du tramway. Donc ces idées-là ont déjà été déployées, notamment par Bombardier, pour traiter ces possibilités. On les trouve maintenant déployées, on va dire, chez de plus en plus, hein, notamment pour recharger des téléphones portables hein, sans contact. On les trouve, enfin, on voit maintenant des voitures qui sont équipées de ce genre de recharge sans fil. Là encore, c'est basé sur les mêmes principes. C'est un phénomène d'induction. Donc, vous avez une bobine dans la base et vous avez une bobine également dans le récepteur. Et ça permet en fait de transférer de l'énergie électrique avec des distances qui peuvent s'avérer plus ou moins importantes et on arrive quand même à atteindre des rendements assez conséquents. Je vous ferai passer une petite vidéo tout à l'heure pour comprendre un peu où on en est. Je dirais les derniers rebonds qui ont été initiés, là encore, on démarrait aux États-Unis, même si la matière grise se trouve également en Europe. Donc, c'est avec l'entreprise Whitetricity, et je vous invite à regarder leur site web. C'est vrai qu'ils ont quand même quelques pas d'avance hein, par rapport au reste des acteurs. Et effectivement, ils ont pu démontrer la faisabilité en fait de la démarche. Et ça a été inventé au MIT et c'est en cours de déploiement. Alors, je voulais vous faire partager une petite vidéo. Hein. Enfin, je ne sais pas si en termes de timing, ça peut le faire. Early visions of wireless power actually were thought of by Nikola Tesla basically about 100 years ago. The thought that you wouldn't want to transfer electric power wirelessly, no one ever thought of that. They thought, who would use it if you didn't? And so what happened back a few years ago
was a group of theoretical physicists at MIT actually came up with this concept of transferring power over distance. Basically, they were able to light a 60-watt light bulb at a distance of about 2 meters successfully. This was actually the experiment, so you can see the coils were somewhat larger. The light bulb was a fairly simple task from their standpoint. This all came from a professor waking up at night to the third night in a row that his wife's cell phone was beeping because it was running out of battery power. Is take a couple minutes and show you actually how it works. And what I'm going to do is to show you pretty much what's here. You've got a coil. That coil's connected to a RF amplifier that creates a high frequency oscillating magnetic field. We put one on the back of the television set. By the way, I do make it look a little bit easier than it is. There's lots of electronics and secret sauce and all kinds of intellectual property that go into it. But then what's going to happen is it'll create a field. It'll cause one to get created on the other side. And if the demo gods are willing, in about 10 seconds or so, we should see it. The 10 seconds actually are because I don't know if any of you have ever thought about plugging a TV in when you use just a cord. Generally, you have to go over and hit the button. So I thought we put a little computer in it that has to wake up to tell it to do that. So I'll plug that in. It creates a magnetic field here. It causes one to be created out here. And as I said, in sort of about 10 seconds, we should start to see. This is a commercially available color television set. Imagine you get one of these things, you want to hang them on the wall. How many people want to hang them on the wall? Think about it. You don't want those ugly cords coming down. Imagine if you can get rid of it. The other thing I wanted to talk about was safety. So there's nothing going on. I'm okay. And I'll do it again, just for safety's sake. Almost immediately, though, people ask, how small can you make this? Can you make this small enough? Because remember, Dr. Soyachic's original idea was his wife's cell phone beeping. So I wanted to show you something. We're an equal opportunity designer of this sort of thing. This is a Google G1. You know, it's the latest thing that's come out. It runs the Android operating system. I think I heard somebody talk about that before. It's on, it has a battery. It also has coil and electronics that Witricity has put into the back of it. And if I can get sort of the camera, yeah, okay, great. You'll see as I get sort of close, you're looking at a cell phone powered completely wirelessly. And I know some of you are Apple aficionados, so you know they don't make it easy at Apple to get inside their phone, so we put a little sleeve on the back, but we should be able to get this guy to wake up too. And those of you that have an iPhone recognize the green center, and Nokia as well. You'll see that what we did there was put a little thing in the back to do that, and it probably beeps actually as it goes on as well. But the screen, typically you use it to light up the screen. So imagine these things could go in your ceiling, they could go in the floor, they could go actually underneath your desktop, so that when you walk in or you come in from home, if you carry a purse, it works in your purse. You never have to worry about plugging these things in again, and think of what that would do for you. So I think. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont, les gens qui ont travaillé là-dessus, ils ont commencé d'abord par deux simples bobines avec une distance quasiment de 2 mètres, et ils ont réussi en fait à transférer l'énergie de la bobine A vers la bobine B et allumer une lampe. Donc c'était un petit peu les prémices du transfert de puissance avec des distances relativement conséquentes. Donc vous imaginez bien que l'idée de faire la même chose avec la recharge dynamique d'un véhicule, avec une distance qui peut se trouver entre la chaussée et le bas de caisse du véhicule, allez, 20 cm, ça devient quelque chose d'assez réaliste et avec des rendements intéressants. Donc la personne, donc Eric Gier, qui était le premier PDG de Witricity, mais il a été remplacé ces 2-3 dernières années, a été le premier en fait à pousser dans cette dynamique-là. Hein. Donc c'est pas un physicien, hein, c'est
c'est quelqu'un qui est plus dans le business, mais les travaux qui ont été faits par les physiciens du MIT, effectivement, ont démontré la faisabilité de la chose. Et là, il a fait un show où il montrait justement qu'on pouvait très facilement transmettre l'image sans contact d'un point A vers le téléviseur. Et en fait, il arrivait très facilement à faire ce genre d'action. Et c'est quelque chose qui, déjà dans les années 2010, a été perçu de manière avec intérêt par un certain nombre d'acteurs qui étaient présents dans cette salle-là. L'idée de ce qu'on appelle communément l'induction électrique, c'est un peu ce que tout un chacun connaît déjà avec l'induction en domestique, hein, avec euh, pour chauffer des aliments, avec des tables de cuisson très spécifiques. C'est exactement le même principe. Vous avez des conducteurs dans le sol avec une chaussée spécifique. Vous avez des conducteurs également dans le corps du véhicule. Et la transmission en fait de l'énergie se fait en fait par champ électromagnétique focalisé autour de fréquences spécifiques. Bon, c'est quelque chose qui a été déjà établi par le passé dans les années 90 pour faire ce qu'on appelle le chauffage par induction, qui cette fois-ci trouve d'autres typologies d'applications. Et je pense que c'est quelque chose qui peut trouver un intérêt dans les années qui viennent. Le charade électrique, pour ceux qui le savent, euh, souhaite se doter en fait d'un démonstrateur, notamment de 800 mètres, pour démontrer la faisabilité. C'est quelque chose effectivement qui est recherché de plus en plus, et plusieurs acteurs souhaitent s'approprier un peu cette technologie et essayer de la déployer de la manière entre guillemets la plus rentable possible et la plus efficiente possible. Notamment VDCOM ont été parmi les premiers à travailler sur cette thématique-là, avec des groupes spécifiques et un consortium avec des industriels, mais également des universitaires, qui ont montré également la faisabilité. Là, ils l'ont fait sur une Twizy, et effectivement, ils ont réussi à démontrer qu'ils peuvent. Alors, on n'était pas avec des vitesses importantes, on était sur des vitesses de quelques mètres par seconde, mais ça permettait tout simplement de montrer la faisabilité, justement, de transmettre l'énergie du sol vers le véhicule. Comme vous pouvez le voir, on est quand même dans des distances qui avoisinent à peu près les 20 centimètres entre la chaussée et le véhicule. L'idée de la route électrique, c'est pas uniquement d'aller chercher en fait l'aspect énergétique, mais également chercher d'autres informations. Ça peut être aussi pour le guidage, ça peut être aussi pour la transmission de données, ça peut être aussi pour rendre la chaussée intelligente, au-delà de l'aspect énergétique. Je pense que Thierry Château en touchera un mot tout à l'heure, et c'est quelque chose qui est en mode émergence assez conséquente. Et d'ailleurs, c'est plus le volet communication qui est d'abord mis en avant dans le véhicule intelligent. L'aspect énergétique est en train entre guillemets, de rattraper le retard, parce que tout était thermique. Donc maintenant, si la partie électrique reprend du poil de la bête, il y a de fortes chances que des solutions innovantes se fassent autour de ces sujets-là. Là, ce qui est intéressant en fait dans cette vidéo-là, donc c'est le professeur Mortazavi qui a travaillé sur ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a permis tout simplement de démontrer la faisabilité de recharger ou de transmettre de l'énergie sans contact, même dans le cas où la distance varie, où l'alignement n'est pas bon. Généralement, on a toujours l'habitude en fait de transférer l'énergie quand vous avez le primaire et le secondaire qui sont bien alignés. Là, il a réalisé quand même des travaux assez intéressants où ce qu'ils appellent le misalignment, donc l'alignement en fait des deux parties, même si c'est pas réalisé, on arrive malgré tout à transférer l'énergie avec un rendement assez conséquent et une efficience importante. Donc là encore, vous pouvez jeter un coup d'œil un petit peu sur la vidéo qui fait à peine 2-3 minutes, mais qui la faisabilité en termes dynamiques quand le véhicule est en train de se déplacer. On n'est pas obligé, je dirais, il peut y avoir donc une chaussée, un peu de décalage entre là où on a installé en fait les câbles primaires
et le passage du véhicule. Donc, ça veut dire qu'on peut malgré tout continuer de transférer de manière robuste l'énergie électrique sans contact. Wireless power transmission has a long history and has a great potential for many commercial applications, including biomedical implants, charging of mobile devices, charging of drones, and also charging electric vehicles. Current wireless power transmission systems are very sensitive to distance and misalignment between the transmit and receive coils. And so they must be optimized at a particular distance. And if the distance between the transmit and receive coil decreases or increases, and the orientation between them changes, the transmission efficiency is significantly affected. With the system that we have devised, you can change the distance between transmit and receive coil, you can change the orientation and maintain the transmission efficiency. It is accomplished without changing the frequency of operation, without using any active feedback and control circuits, without using any active devices. It's self-aligned itself to coupling factor variation. So the system that we have devised is low cost. It does not require power for its operation. It's passive. It can be integrated with existing wireless power transmission systems. It's very simple and it's robust. By the fact that we can maintain maximum efficiency while changing the distance and orientation between the transmit and receive coils, it means that we have little field to couple to the surroundings. So by nature of it, this system is safer. Wireless power transmission should remove all the cords, wires, and different connectors and plugs that are needed to charge current devices. Imagine yourself one day when you are driving on a road and your car being charged. That is one of the goals that wireless power transmission can achieve. Donc, toutes ces idées permettent tout simplement de comprendre, comprendre une chose, c'est que le secteur est en évolution très rapide, hein, à la fois au niveau des batteries, mais également avec d'autres solutions, que ce soit au niveau des bornes de recharge ou d'autres idées qui sont en train d'émerger ci et là. Là, comme je l'ai indiqué ici, j'ai essayé un petit peu de résumer ça en quelques retombées industrielles. Donc, réduire le poids des batteries peut se retrouver quand même en première ligne, hein, si on a la possibilité de recharger en ligne. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une batterie de grande taille, hein, on peut se retrouver avec des petites batteries et les recharger de manière régulière. Avoir des bornes de recharge sans contact, et c'est déjà déployé notamment par des constructeurs comme BMW qui proposent déjà ce genre de solution, mais en mode statique. On peut imaginer aussi le mode statique sur des places de parking, hein, avec la notion de recharge sans contact, hein, c'est enfoui dans le sol, et puis les véhicules viennent s'installer, et puis ils se rechargent au fur et à mesure quand vous êtes en train de faire vos courses. Il n'y a plus de caténaire, donc tout est invisible, donc tout est fait d'une manière enfuie. Il n'y a plus les câbles qui peuvent être gênants, et c'est déjà le cas avec, par exemple, la recharge de téléphone portable. C'est vrai que c'est quand même assez avantageux quand on se retrouve avec des choses qui se font sans fil. On peut guider et transférer l'énergie, notamment pour des applications comme la robotique mobile. Il faut savoir que, par exemple, tout ce qui est drone, maintenant, on arrive à les recharger pendant leur déplacement et d'une manière avantageuse, hein. Donc, du coup, là, on est vraiment dans la configuration robotique mobile, sans avoir en fait à récupérer le drone, le recharger sur place. Ben, on peut arriver à le faire. Et là, on est sur des perspectives assez futuristes, mais quand même qui commencent à être déployées dans des laboratoires de recherche. Alimenter des ponts roulants, avoir du transfert d'énergie en biomédical. Donc, autant de secteurs dans lesquels, justement, cette notion d'induction ou cette notion de transfert d'énergie sans contact pourrait rattraper ce qui se fait déjà avec le Wi-Fi et la communication. Donc, je pense que c'est un secteur qui devrait se développer de plus en plus.
Et à mon avis, je pense qu'en termes je dirais, de déploiement industriel, c'est quelque chose qui rentre pleinement dans cette dynamique d'électromobilité et que le site clermontois, dans laquelle le site clermontois s'inscrit d'une manière assez, en tout cas je l'espère, d'une manière assez durable et qui permettrait de donner plus de visibilité, de lisibilité au site clermontois. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Je suis désolé si j'étais un peu trop long et que certaines parties n'ont pas pu passer, mais je vous invite à consulter les vidéos, elles sont sympathiques et instructives. Merci Khalil. Je ne sais pas, est-ce que parmi les personnes, il y a des questions, des remarques? Oui, Thierry Château, salut Ralil. Oui, oui, bonjour Thierry. J'ai une petite question. Tu as montré une évolution au cours du temps de la croissance de la puissance un peu par kilogramme sur les batteries, qui est finalement assez lissée. Puis juste après, tu nous as parlé de découvertes un peu américaines et de choses comme ça. Est-ce qu'on peut pas imaginer que ce genre de découverte puisse amener des sauts dans ta courbe qui finalement rebattraient les cartes complètement? Alors, dans la découverte, enfin, en tout cas, ce que j'en sais, c'est essentiellement sur la notion de durée de vie des batteries. Oui, oui, tout à fait. Par contre, on peut imaginer qu'il y ait d'autres pistes en parallèle sur d'autres types de batteries qui soient au domaine de recherche encore et qui puissent venir bouleverser un peu ces prévisions, sans doute qui s'appuient uniquement sur des incréments sur un type de batterie. Exactement. C'est vrai que à l'état des connaissances actuelles, les choses se basent sur les batteries du moment avec les composés que j'ai indiqués tout à l'heure, notamment le lithium. C'est vrai que là, dans les nouvelles générations, le lithium disparaît. Et en fait, c'est des gels, d'après ce que j'ai compris, qui ont été rajoutés et qui permettent justement d'augmenter d'une manière considérable la durée de vie. Ceci étant, ces mêmes équipes ont un projet très ambitieux de concurrencer le pétrole en termes de recharge. Ça veut dire en clair, c'est que bon, aujourd'hui, le pétrole, si pour remplir ton réservoir, tu mets 5 minutes, ils souhaitent que la batterie puisse mettre 5 minutes également pour obtenir le même résultat. Donc là, le jour où on arrivera justement à voir ce parallèle, enfin en tout cas c'est affiché par ces équipes de recherche, hein, au-delà de l'aspect durée de vie que j'ai évoqué tout à l'heure, les batteries nouvelle génération peuvent s'avérer quelque chose d'assez voilà, d'assez redoutable en termes de solutions alternatives. Hein. Donc voilà, donc effectivement, c'est des choses à observer et à suivre avec intérêt. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la troisième. Une question, Patrick Oliva, juste une petite question. Si on prend déjà les deux présentations qui ont été faites là par Christophe Pasquier et par Khalil Gressi, est-ce que en termes de recherche là, sur les thématiques que vous avez abordées, il y a des éléments que l'on peut considérer comme étant des zones d'excellence dans les recherches justement qui sont faites à Polytech et puis peut-être dans l'ensemble recherche autour. Est-ce qu'il y a quelques points qu'on peut mettre en exergue? Alors, question très difficile. Hein. Moi, je pense que c'est pour ça que je pose. Oui, effectivement, la question n'est pas simple. Disons que des compétences autour de ces thématiques-là existent à Clermont-Ferrand. De là à dire que c'est une excellence au niveau international, je pense que on peut pas se gargariser de ça. Hein. Je crois qu'on n'est pas là. Des gens qui viennent de découvrir des choses quand même qui sont révolutionnaires, on en est loin. Par contre, on peut embrayer le pas en s'appuyant sur ces solutions-là pour proposer, notamment ce que j'indiquais tout à l'heure sur tout ce qui est recharge sans contact ou éventuellement rendement de la chaîne de traction. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a déjà on a une expérience, on a des brevets, on a des
des articles internationaux à grand impact. Donc ça, oui, ça c'est des choses qu'on peut mettre en avant. Mais ce qui veut dire qu'il faut, si on veut avoir une visibilité qui est au-delà, il faut absolument essayer de travailler avec ces gens-là, hein, ou soit s'inspirer de ce qu'ils ont fait, soit essayer de les avoir dans des consortiums. Très bien, merci. Écoutez, je propose de passer à la présentation de Christophe Vial maintenant. Oui, parfait. Donc je coupe. Oui. Alors, je vais essayer de partager où c'est qu'il est. Voilà. Hop, attendez, je passe en diaporama. Voilà. Hop. Tout le monde voit bien l'écran, le diaporama. Parfait. Non, c'est Oui, c'est parfait. parfait.